Bienvenue sur les Chroniques de Nurea. Voici la lecture de la deuxième partie du texte de Colline Chabot intitulé « Les extraterrestres, nos créateurs ». Une palette vibratoire large dans un même individu est un nouvel attribut qui est apparu dans l'univers il n'y a pas si longtemps, insufflé en partie par des créateurs de haut rang. Elle favorisa la perpétuation de la personnalité. L'énergie originelle en étant divisée, limitée dans différentes enveloppes, avait toujours cherché à se réunifier après la dissolution des corps. Un prolongement à travers plusieurs corps qui perpétuent les limitations fut perçu comme une aberration par elle. L'énergie originelle, le divin non manifesté, y vit le prolongement de la division. Dieu voulait redevenir unique, mais chacune de ses parties aspirait aussi à devenir unique. Est-ce mal ? Quoi qu'il en soit, nous avons alors ensemencé et transplanté sur Terre une nouvelle palette de vie plus compatible avec la nôtre, plus diversifiée, riche en contrastes pour éviter la suprématie de l'une sur les autres et aussi la gamme vibratoire trop étroite. Une race humanoïde, ce qui veut dire possédant au moins 4 corps, se porta volontaire pour venir sur Terre. Elle possédait nos caractéristiques de base et le même potentiel évolutif. Mais, comme elle avait grandi dans un monde en développement, elle était apte à s'adapter aux conditions austères de la Terre. 1400 couples environ, le nombre minimal pour garantir la prospérité de l'expérience, firent le voyage à bord d'un vaisseau mère. Le mot mère est utilisé pour ici décrire la conscience protectrice de nos plus grands véhicules de transport. Quand ils arrivèrent enfin à destination, la Terre avait été aménagée en accéléré pour les accueillir. Ce grand événement se passa il y a environ 200 000 ans. Donc, il y a 200 000 ans environ, nous avons implanté toute une nouvelle faune et une nouvelle flore ainsi qu'une race humanoïde sur la Terre. Cette dernière avait nos caractéristiques essentielles mais latentes avec des codes de verrouillage. Leur potentiel devait s'éveiller à des moments clés de l'évolution. Avant la naissance d'une trop grande conscience, on devait purifier ce monde, c'est-à-dire repartir à nouveau la pureté, l'innocence et la saine découverte de l'univers. Ce paradis planétaire devait accueillir et stimuler l'émerveillement et les vibrations d'amour. Pour ceux qui ont encore de la difficulté à accepter qu'ils ont été créés par une race supérieure, écoutez ceci. L'évolution d'une espèce ou même d'une entité ne vient jamais de la base, mais des mondes supérieurs. Vos yeux ne sont pas l'évolution naturelle d'une peau s'hypersensibilisant à la longue, mais le prolongement d'un sens préexistant à un niveau plus subtil, plus complexe chez les êtres supérieurs. Dans une entité aussi primitive et primaire qu'une amibe, il n'y a pas d'yeux, ni de bouche, ni d'estomac. Pourtant, elle perçoit l'autre, l'avale et le digère. Pourquoi ? Parce que la fonction existe dans l'essence avant même l'organe. L'évolution de toute chose ne vient pas de la base comme vous le croyez, mais du sommet de la pyramide. Vous revenez vers le centre. Vous êtes en sens contraire de l'évolution première. Toute la beauté de votre monde, vous la devez à des entités supérieures hautement conscientes de ce qui est beau, bon et vrai. L'essence originelle contenait tout en potentiel. Il ne s'agissait juste que de le manifester. Vous êtes situé à l'ultime expansion de l'énergie première et en représentez sa phase finale de matérialisation. Vous ne pouvez que revenir et redécouvrir que vos sens grossiers sont les dernières étapes de sens qui se sont détériorés, amoindris, en se solidifiant. En remontant vers le centre, vos sens, en se désagrégeant, retrouvent de plus en plus leur qualité première et, loin de s'atrophier, acquièrent un potentiel qui va de plus en plus en s'amplifiant, en s'élargissant et en se raffinant. Notre technologie n'en est pas une, ou du moins, pas comme vous la concevez. Elle est basée sur la vie et son respect. Toute vie consent à nous aider dans la compréhension et l'amélioration de notre environnement. Il n'y a pas de sacrifice, d'abus de pouvoir ou de contrainte. Il n'y a pas non plus de hiérarchie, comme vous le concevez, où des êtres se considèrent comme supérieurs ou inférieurs par rapport à d'autres. Toute vie est importante selon le principe divin. Notre vie est consacrée au bien-être de l'autre qui rejaillit naturellement sur le nôtre. Dans un univers où l'amour est un état de fait de base, il est impensable de voir la vie autrement que par les liens qui nous unissent aux autres. Le don de soi est notre but quotidien.
mais cela n'exclut pas le don envers soi-même. Il n'est pas toujours possible de respecter les rythmes de chaque monde. Dans votre système solaire, à cause de son passé trouble, tout fut chamboulé tant de fois par nous. Mais pouvait-on nous reprocher d'essayer de sauver la mise ? Il est vrai que cette dernière transplantation de vie sur Terre fut un peu trop bousculée à notre goût sans les précautions d'usage. Donc, à l'origine, le rôle de cette première race humanoïde sur la Terre était qu'elle devait élever rapidement la vibration de votre planète ainsi que de toutes les autres formes de vie. Elle devenait la gardienne de ce nouveau jardin planétaire. Ces humanoïdes étaient nos représentants et les dépositaires d'un potentiel qui devait aider à l'harmonisation de nos deux mondes. Je n'étais pas impliquée directement dans le choix de cette première race humanoïde. Mes confrères l'avaient déposée sur Terre avec quelques conseils sur le fonctionnement de la planète et des consignes à suivre. Nous ne pouvions jusqu'à un certain point garder un contact permanent. Nous devions, selon les directives d'en haut, superviser le tout d'une façon générale et à distance. La tutelle directe fut remise à un conseil de 36 êtres choisis parmi les plus prometteurs d'entre eux. Nous avions quand même inséré des verrous dans leur organisme pour contrôler les étapes de leur évolution. Soit par nous au moyen d'une clé, ou soit par prise de conscience au moyen d'un code. L'ouverture de leur immense potentiel devait se faire progressivement. Un éveil trop rapide de certaines facettes pouvait amener un débalancement qui risquait de tout faire rater. Cette race humanoïde, ainsi que tout son milieu ambiant, devait suivre une courbe évolutive précise. Nous pensions que ces êtres avaient la capacité de gérer leur nouveau monde et d'en être dignement les gardiens. Malheureusement, nous les avions surestimés. Dans notre monde, ils étaient sous notre dépendance, et voilà qu'on leur demandait de devenir responsables en prenant leur destinée en main. Cette race sembla prospérer un temps, puis, après une vingtaine de millénaires, elle commença à dégénérer. L'air raréfié et saturé des vestiges négatifs du passé qu'on n'avait pu nettoyer qu'à moitié infiltra le cœur de ces êtres et insidieusement corrompit leurs intentions. Pendant des millénaires, nous avons observé leurs évolutions, leurs progrès et les directions qu'ils prenaient. Un malaise s'est installé quand ils ont commencé à se couper de notre source d'inspiration et à revendiquer leur indépendance. Leur fierté, poussée jusqu'à l'orgueil de leur grand potentiel, leur a laissé croire qu'ils étaient supérieurs à nous et maîtres absolus de leur destinée. La plus grande tare de cette première humanité, c'est d'avoir cru se passer de Dieu, se savoir puissant au point de revendiquer son autonomie totale. Le péché originel, c'est d'avoir voulu se passer de la sagesse des cieux et de valoriser à outrance l'individu au détriment de l'ensemble. Ils étaient une grande création, un grand espoir, et voilà qu'ils trahissaient leur Créateur. La Terre fut mise à nouveau en quarantaine, ou plutôt, c'est elle-même qui s'est coupée du reste du monde. L'énergie divine était rare dans ce recoin de l'univers, et ils ont trouvé le moyen de renier le peu qu'il y avait. Tout ceci est apparu comme un échec aux yeux de mes frères. Il fut convenu de se retirer et de ne les observer qu'à distance. Comme cette race d'humains fut déposée par nous sur la terre, après qu'elle soit devenue paradisiaque et qu'ensuite nous dûmes nous retirer presque complètement, cela ne prit que quelques millénaires pour qu'elle se voie comme descendue du ciel et bénie des dieux. Elle développa cet art de se croire supérieure à toute autre créature vivante et même de se servir de la lignée directe de leurs ancêtres, avec les premiers arrivés, pour se positionner entre eux et en retirer des avantages égoïstes. Les mal-nés en voulurent aux dieux de les avoir fait échoir sur cette planète injuste, puis de les avoir abandonnés lâchement. Tout au long de l'histoire de votre planète, il y a eu bien des rebondissements. Nous en étions en grande partie les auteurs, mais aussi quelquefois les observateurs impuissants. Nous ne pouvions être présents en permanence ni intervenir directement dans votre monde, car c'était dans une partie de l'univers qui n'était pas sous la gouverne de notre fédération. Ce qui nous obligeait, selon les principes habituels de la liberté d'expression, à attendre un délai minimal avant de permettre à cette première race humaine de choisir d'adhérer à notre unité. La Terre connut 20 premiers 1000 ans de stabilité et de développement. Les progrès n'étaient pas assez rapides à notre entendement, mais toutefois constants. Les mésaventures commencèrent vraiment quand une autre fédération revendiqua ce territoire et ses habitants.
Celle-ci prônait l'individualisme et portait comme étendard la réalisation par ses propres efforts. Elle fit miroiter aux humains les bénéfices de la liberté totale. C'est seulement dans les confins de l'univers où l'énergie ambiante est rare, donc peu communicante, et où elle se cristallise dans des formes de vie séparées les unes des autres par de grands espaces, que ne pouvait naître le règne de l'individu. Bien des races dans des confins comme le vôtre prônent l'individualisme comme le summum de l'évolution. Il existe des fédérations de planètes dont leurs principes et objectifs sont de démontrer leur grandeur en soumettant les civilisations qu'elles rencontrent dans leurs explorations. Les peuples ainsi conquis espèrent un jour de renverser les rôles et de prendre à leur tour le contrôle. De ces rapports de force naît un certain équilibre. Ces races croient qu'elles privilégient l'individu et pourtant la liberté d'expression y est restreinte, subordonnée à une hiérarchie despote. Mais cette situation va quand même de soi dans ces lieux, et elle est inévitable en ce qui concerne leur évolution. Notre race ne s'ingère que rarement dans ces mondes qui ont choisi même sous la contrainte ce mode de vie. Cependant, où l'étincelle d'une plus grande conscience apparaît, nous sommes là pour aider à s'épanouir. L'évolution normalement comprise, c'est d'aller l'un vers l'autre, se comprendre, s'unir pour ne faire qu'un. C'est ce que l'énergie divine originelle souhaite. Mais cette première race est entrée en contradiction avec cette volonté divine. Elle a proclamé que l'évolution pouvait être le développement de l'individu à son maximum de possibilités, la partie du tout voulant devenir unique. Ce qui fut perçu au début comme un dérapage magistral se transforma en une nouvelle caractéristique de l'univers. Les anges déchus, coupés de la bienveillance des dieux, développèrent une autonomie, une force égocentrique jamais vue. Une nouvelle espèce forte, centrée sur elle, ayant la capacité de rayonner dans un espace raréfié, pouvant être inspirée sans l'inspiration, pouvant trouver même la sérénité dans les pires conditions. Voilà ce que les meilleurs humains sont devenus malgré eux. Il existe un nombre incalculable de fédérations dont chacune forme ce qu'on appelle une entité régie par un certain nombre de principes de base qui sont acceptés et pratiqués par l'ensemble. Les peuples adhèrent naturellement à une fédération dont la philosophie globale leur convient. Ces fédérations se côtoient amicalement dans la mesure qu'elles sont apparentées dans leur essence, c'est-à-dire vivent dans un environnement dont l'énergie ambiante est similaire ou presque. Elles peuvent parfois former une confédération plus ou moins structurée, mais c'est surtout la hiérarchie pyramidale qui prédomine. Ce qui veut dire entre autres qu'il y a un plus grand nombre de fédérations à la base et que ce nombre diminue avec l'élévation. Les différences de densité sont des barrières infranchissables pour tous ceux qui n'ont pas développé l'aptitude à varier rapidement ces taux vibratoires. Chaque groupe côtoie ses proches voisins et entretient des liens de respect et de non-ingérence. Les influences viennent le plus souvent du palier au-dessus. Quand j'ai des doutes et que j'ai besoin de conseils, je m'adresse aux êtres plus éclairés que moi, juste le palier au-dessus. Monter encore plus haut serait de m'adresser à des êtres dont le savoir me dépasse et ne me serait que peu pratique dans ma réalité. Je peux servir moi-même de guide à toutes les entités qui sont encore à parcourir le chemin qui se trouve déjà derrière moi. Il y a normalement une communication continue entre les paliers d'évolution. Quand une entité, soit un individu ou un groupe, se sent prête à franchir une étape importante de son évolution, il y a toujours un appui qui est donné par les supérieurs immédiats. Votre cas est exceptionnel puisque vous avez été mis en quarantaine. Vous avez été coupé des contacts permanents et rassurants de vos frères aînés. Mais il viendra bien le jour dans un avenir proche ou lointain où vous serez à nouveau admis dans notre grande famille. Donc, une fédération intergalactique dictatoriale a voulu soumettre les premiers humains de la Terre pour les inclure dans leur empire. Ce que mon peuple a refusé, même si cela dérogeait à nos principes. Dans ce cas, nous connaissions l'immense potentiel des humains et espérions toujours qu'ils se manifestent pleinement un jour. Nous avons dû combattre pour sauvegarder notre droit sur eux. Ils étaient nos enfants et nous n'avions pas l'intention de les laisser entre des mains qui auraient pu se servir de leur potentiel à des fins égoïstes. D'ailleurs, les qualités propres à cette race n'auraient pas dû être amenées dans cet endroit si peu propice à leur développement. La guerre des dieux a eu lieu, au-dessus de vos têtes devant des yeux étonnés. Les humains croyaient avoir soulevé notre colère,
mais c'était plutôt notre pitié. Nous ne pouvions laisser tant d'innocents être sacrifiés sans réagir. Étions-nous en train de devenir humains malgré nous? Avec le temps, des instances de haut rang tranchèrent en notre faveur et nous permirent de continuer à les protéger et les surveiller. Mais toutes les actions directes furent interdites. Seule l'observation discrète fut permise. Nous devions les laisser totalement libres de leur choix, tout en sachant que leur potentiel était grand autant dans le bon sens que dans le sens opposé. Le mauvais sens pour nous est celui qui amène les limitations, les régressions et même l'autodestruction. Avec le temps, coupés de nos lumières, les premiers humains dégénérèrent jusqu'à perdre plusieurs attributs importants dont leur survie personnelle, ce qui les ramenèrent au rang d'animaux. Notre désir de faire progresser rapidement tout votre système solaire nous amena à favoriser aussi différentes formes de vie sur les autres planètes. Même si cela vous semble difficile à concevoir pour l'instant, sachez toutefois que la lecture du livre « À l'origine de tout » vous aidera à mieux comprendre la diversité presque infinie qu'adopte la vie dans l'univers. Cependant, sachez immédiatement que dans l'expansion d'un système, la conscience progresse en allant vers la concentration, la matérialisation de l'énergie dans des corps et sa rareté ambiante. Au maximum de cette évolution, le cycle contraire du retour vers le Soleil entraîne l'involution se manifestant par la dissolution de la matière et la densification de l'énergie dans l'air. Quand un Soleil a expulsé jusqu'à 12 planètes pouvant recevoir les 12 étapes de l'évolution, le retour vers lui est inévitable. C'est la reproduction à petite échelle du mouvement de l'ensemble de tout l'univers. Même vos planètes qui ne possèdent plus de vie palpable par des sens physiques possèdent une vie à d'autres niveaux de fréquence. De la planète la plus proche à la plus éloignée du Soleil, la vie évolue, se transforme, s'adapte. Les êtres qui y vivent ont leur métabolisme régi par leur distance avec le Soleil, donc leur rapport en énergie. Ainsi, la vie peut exister sous toutes ses formes, sur toutes vos planètes. Les plus éloignées ont une forme de vie qui a atteint son état maximum de solidification et se fige dans une conscience très lente. J'ai vécu plus de 100 000 ans en transit constant entre deux mondes, voyageant à travers le temps et l'espace, essayant de rattraper le passé, de devancer le futur, reculant mes frontières jusqu'à englober vos propres limites. Le temps d'évolution de votre système solaire fut trafiqué et accéléré plusieurs fois, et cela de 75 à 100 fois son rythme normal, ce qui interfère dans les datations de vos savants. Mais je ne veux pas trop contredire vos scientifiques actuels, et pour cette raison, mettez entre parenthèses pour l'instant les mentions de temps. À 4 reprises de l'histoire de votre système, la même fédération hostile revint à la charge, revendiquant ce territoire incluant la Terre et ses habitants. Elle fit tout pour en prendre possession. À chaque fois, nous avons dû lutter pour garder nos droits. Des villes entières avec leur population se convertirent à la loi du plus fort et prônèrent leur suprématie sur les populations plus pacifiques. Ce fut le début du règne des envahisseurs, avec leur conquête, l'asservissement des faibles. Cela dégénéra quand les doux ne voulurent plus courber l'échine. Alors, de conflit en conflit, de conflits en guerre, de guerre en carnage, cela eut comme résultat de nous obliger à pourchasser et anéantir les initiateurs de ce vent de chaos. Après le premier 50 000 ans, nous avons dû convenir que l'ensemble de l'opération sur la Terre avait échoué. La race humanoïde avait perdu son attribut principal qui le rendait apte à développer et prolonger une conscience personnelle, donc de construire toute forme de civilisation. Nous avons alors accepté l'offre d'une autre race extraterrestre qui voulait s'installer sur la Terre et relever le défi de redonner aux humains toute leur richesse originelle. Les deux parties devaient en principe en retirer des avantages. La race invitée avait la possibilité d'enrichir de quelques octaves sa pauvre palette de fréquences. En retour, elle enseignerait les bases d'une société harmonieuse qui respecte en quelque sorte l'équilibre entre les libertés individuelles et le bien-être de la collectivité. Il en sortit de cette rencontre une grande civilisation qui régna pendant plus de 10 000 ans. Deux autres races venues des confins de notre fédération firent le même geste et furent à l'origine de deux autres civilisations qui prospérèrent sur la Terre. Nous avons accepté ces échanges dans la mesure que ces races avaient les mêmes valeurs profondes que nous.
Ce sont ces 4 civilisations consécutives, comprenant notre propre tentative, qui fut convoitée par l'étendard qui prônait la liberté individuelle par la rébellion. Il y avait un lourd héritage de violence, de destruction et de chaos qui hantait tout votre système solaire. Plusieurs de vos planètes furent à l'origine de bien des bouleversements malheureux dans un passé lointain. Les perturbations étaient installées dans votre système bien avant que la Terre en soit la dernière manifestation. Malgré tout le pouvoir et la technologie que l'on possédait, nous avions quand même des limites. Même si nous pouvions réorganiser des mondes, on ne pouvait pas tout prévoir et tout planifier en ce qui concerne les répercussions de nos actions. Une part d'imprévu était toujours possible. Alors, il y a 50 000 ans environ, la civilisation créée sur le dernier rapport extraterrestre tomba elle aussi en déclin. Malgré ces 3 croisements heureux, cette partie de l'univers semblait soumise à une malédiction. Un terme peu scientifique et inusité dans ma bouche, mais toutefois bien humain. Les derniers représentants humanoïdes perdirent la faculté de prolonger leur conscience individuelle au-delà de la mort et finirent par adopter les comportements dévolus habituellement aux animaux. Incapables d'aucun acte dépassant le niveau acceptable d'intelligence d'un primate, ils en avaient tous les bons côtés et les travers. Cette dégénérescence, en rapport bien entendu à leur potentiel originel, atteint son niveau le plus bas quand les guerres fratricides accompagnées de cannibalisme généralisé s'installèrent en permanence dans leur comportement. Ces tendances semblaient irréversibles. L'air raréfié et saturé encore des vestiges négatifs du passé infiltra les cœurs de ces êtres, les faisait chuter régulièrement dans une barbarie pire à chaque fois. Nous devions, dans ces moments-là, éliminer toute trace de technologie qui aurait pu leur servir à poser des gestes négatifs incluant leur propre destruction massive. Nous les abandonnâmes dans leur état de survivance, en laissant bien entendu les verrous fermés en eux. Comment aider, encourager la croissance tout en respectant les individus et leur liberté de choix? En tant que race civilisée, vous en êtes là vous aussi, à ce même carrefour. Pendant la période des hauts et des bas de la première race implantée sur la Terre, je côtoyais aussi la plupart des êtres qui vivaient sur les autres planètes et qui subissaient aussi des perturbations vibratoires. Il m'était devenu difficile de ne pas être moi-même affecté par ce que devaient endurer toutes ces races. J'avais développé un contact privilégié avec les habitants de Vénus, qui étaient très proches de mes vibrations originelles et de mes états d'être. Quand j'en étais encore à venir dans votre monde pour de courtes périodes, c'est sur Vénus que je séjournais. Sa proximité du Soleil me convenait mieux, ainsi que ses merveilleux habitants. Notre bonne entente avec le temps nous fit décider d'un commun accord de poser un autre geste d'éclat. Ensemencer la Terre avec une nouvelle race d'humanoïdes encore plus performante que la première, qui, elle, datait déjà de plus de 150 000 ans. Vu l'état lamentable de la première race humaine, j'ai suggéré, il y a 35 000 ans environ, d'amener ici une nouvelle espèce qui était encore en cours d'expérience. Une nouvelle race, plus performante que toutes celles qui l'avaient précédée et qui devait être bientôt ensemencée dans les 4 coins de l'univers. Le risque était donc de soumettre un nouveau prototype, pas tout à fait au point, à des conditions très difficiles. Tous les tests et les épreuves de fiabilité n'avaient pas encore donné toutes les garanties. Je suis donc mal placé pour vous faire des reproches sur vos propres maladresses en ce qui concerne les expériences de vos scientifiques qui manipulent la vie. Mais en même temps, je suis bien placé pour vous mettre en garde contre trop d'assurance, voire trop d'arrogance. Cette nouvelle race possédait les attributs les plus sophistiqués de l'époque et un potentiel inégalé. Mais elle était vierge, ce qui veut dire encore en cours d'expérimentation dans nos centres de recherche. Elle fut amenée de notre planète mère jusque sur Vénus, le meilleur endroit pour l'acclimater à votre système. Elle fut ensuite légèrement modifiée pour convenir aux conditions de la Terre. Cela se passait il y a environ 35 000 ans. Il vous est peut-être difficile de m'entendre parler ainsi de vos ancêtres directs. J'en parle comme d'une création expérimentale faite par nous dans un contexte artificiel et vous ne pouvez vous empêcher de comparer cela à vos propres races de laboratoire. Mais là s'arrête la référence, dans la mesure que nous avons un haut respect de toute forme de vie. Le fait que vous avez été élaboré et élevé sous notre tutelle ne vous avilit pas en aucune façon. Le non-consentement est la seule chose à proscrire. La servitude qui apporte des bénéfices aux 2 protagonistes est un mariage heureux.
Demandez à vos animaux domestiques ce qu'ils ont perdu et gagné en s'associant avec vous. S'ils vous disent qu'ils ont gagné davantage en rapport à ce qu'ils ont perdu, alors je vous dis bravo. Nous ne trafiquons pas la vie sans son consentement. Pouvez-vous ressentir ce qu'on éprouve comme tristesse et désolation devant tant d'humains qui se moquent ou méprisent toutes les formes de vie qu'ils ne comprennent pas? Il y a aussi tous ceux qui sont simplement indifférents devant toutes ces œuvres d'art créées par nos plus grands artistes juste pour développer en eux la conscience de la beauté et de l'harmonie. Nous vous avons aussi créés comme des œuvres d'art de grande perfection. Vous faisiez partie de la nouvelle étape que l'univers attendait. Si vous saviez tout le potentiel colossal qui est enfermé en vous. Tous mes efforts et mon engagement personnel dans ce projet m'ont amené à me rapprocher affectivement de votre monde. Jusqu'au point de décider il y a 35 000 ans d'abaisser mon taux vibratoire pour pouvoir m'incarner dans un corps solide et pouvoir ainsi venir sur cette jeune planète devenue une sorte de colonie provisoire. Pour pouvoir venir et demeurer dans votre monde, j'ai dû condenser rapidement mon énergie en abaissant son taux vibratoire. Cela a eu comme effet d'amoindrir mes sens, de restreindre mes capacités, mais de me stabiliser dans votre matière au lieu de me disperser dans votre environnement trop pauvre en énergie. On peut appeler cela « descendre dans les mondes obscurs ». Ce fut pénible dans mon cas, car le processus dut être accéléré au-delà du respect des rythmes d'évolution. Les conséquences furent de perdre beaucoup de mes attributs, mon équilibre intérieur entre autres, ma compréhension juste des situations et des gestes conséquents qui en découlent. C'est pour toutes ces raisons qu'on peut parler de chute, et même de chute des anges, car nous étions nés dans le 5e monde, celui de l'amour, le même que celui des vrais anges selon notre définition. Donc, on peut dire que nous étions des anges tombés du ciel, selon vos écritures. Pour se répandre dans les mondes éloignés par rapport à la source centrale, les entités conscientes comme moi doivent se contracter sur elles-mêmes pour se solidifier et ainsi ne pas se disperser dans l'air raréfié. Comme quand, dans votre respiration, vous expirez en vous contractant et en expulsant le trop-plein d'air. Il en va de même dans les différents corps qui deviennent de plus en plus denses en énergie cristallisée et pauvres en énergie animée. Plus les enveloppes sont figées, plus elles sont insensibles aux vibrations, mais plus elles sont résistantes à la dispersion de l'énergie interne. On peut comparer cela à la réaction de votre corps physique au froid externe. Votre corps se contracte automatiquement, ramenant vers lui sa chaleur et en la compactant, évite sa dispersion trop rapide. C'est un mécanisme de survie automatique, mais qui peut être modifié par la volonté. Avec la solidification des corps, le taux vibratoire s'abaisse, ralentit automatiquement. Mais il est impossible de perdre les acquis de nos corps supérieurs. Ces corps tombent simplement en dormance. Ils ne sont plus aptes à fonctionner car le niveau de sensibilité de leurs sens est au-delà de ce qui est possible de capter dans le nouvel environnement. Comme vos autres vies en sommeil, il demeure quand même que leurs bagages d'expérience sont présents en vous et peuvent s'éveiller à tout moment au besoin. Quand nous sommes enfin arrivés sur la Terre dans un vaisseau mère, il y a plus de 35 000 ans, nous nous comptions environ 2025 êtres à bord incluant mon équipage. Nous nous sommes installés dans une petite contrée sur une île au centre-sud de l'Atlantique. Nous avions choisi cet endroit car nous savions déjà dès le début que l'endroit s'abîmerait dans les eaux quelques 15 000 ans plus tard. Votre Terre, à ce moment-là, avait gardé une faiblesse due à son déplacement d'orbite provoqué par l'arrivée de Vénus. À tous les 15 à 20 000 ans, son axe fragile se déplaçait, provoquant des catastrophes, des changements drastiques entraînant des réajustements dans toute la chaîne de la vie. On aurait pu corriger bien avant ce petit problème. Mais il fut convenu que ce balayage cyclique servait nos intérêts par la mise à l'épreuve de la résistance de nos transplantations et l'élimination naturelle de nos maladresses. Donc, il fut décidé avec l'accord de mes supérieurs que nous avions environ 15 000 ans pour réussir notre projet. Quand je dis que je me suis incarnée dans une forme dense et suis venue sur la Terre il y a 35 000 ans, cela n'est pas tout à fait juste. J'ai fractionné ma conscience pour habiter, mouler, plusieurs formes corporelles en même temps, simultanément. Ma conscience est trop vaste pour être confinée dans un seul corps comme les vôtres. Ce n'est qu'une parcelle de ma totalité qui s'exprime à l'intérieur d'un corps, ou si vous préférez, ma totalité qui se manifeste à travers plusieurs êtres à la fois.
L'évolution d'un être l'amène à devenir de plus en plus complexe, riche en expériences, vaste en savoir, donc à développer une multitude de facettes. Chacune de ces facettes correspond à une grande conclusion, une vie comme exemple. Dans le sens de votre évolution, vous allez vers la fusion entre vous pour former des entités aux multiples facettes. Mais les êtres qui descendent des mondes supérieurs n'ont pas le choix que de se fractionner dans un nombre d'individus de plus en plus croissant. La diminution des facettes de chaque être qu'on retrouve, plus on descend, votre échelle évolutive l'oblige. Commencez-vous à comprendre mon univers complexe que j'essaye de vous simplifier ? Il ne faut pas croire que la conscience puisse se développer sans des étapes préparatoires. On peut accélérer le processus d'évolution, dans notre cas, jusqu'à 100 fois environ. Mais il faut respecter les étapes d'adaptation des organismes à l'environnement et l'environnement aux organismes. La planète même ne peut faire un bond évolutif sans qu'il y ait réajustement de l'ensemble des systèmes autour. Comme votre race a été créée, ou plutôt ensemencée dans un autre monde, puis transplantée ici sur Terre, il y a plus de 35 000 ans, il n'y a aucun humain qui n'a pas des ancêtres extraterrestres. Si vous regardez si souvent le ciel, c'est que c'est de là que vous venez. Quand je suis venue pour la première fois sur la Terre comme résident, j'arrivais avec mon équipage pour régner sur cette jeune colonie toujours à reconstruire. Je croyais que ce serait facile d'imposer mon point de vue car c'était le plus éclairé. Mon orgueil était ma faiblesse. Ce fut une tâche titanesque que d'éduquer l'ancienne espèce dont le gestuel et le langage n'étaient plus composés que de quelques centaines de formes de base. Il était plus facile de passer pour un dieu magicien que pour un sage instruit. Je dus prendre beaucoup de décisions pour améliorer les conditions pitoyables des populations locales, abolir la violence par la force, la terreur par la peur, encourager la bonté par les récompenses, les services par des privilèges. Malheureusement, je dus ordonner des génocides de peuplades guerrières et cannibales. Voilà l'être civilisé devant l'être primitif. Qui sera le gagnant? Qui sera le perdant? Ni l'un, ni l'autre. Donc, quand je suis arrivée sur la Terre dans ma forme principale, je venais en dirigeant mandaté pour régner et conseiller cette jeune colonie. Je fis d'abord construire 3 villes-jardins dont la plus vaste, celle où je résidais, contenait nos centres de recherche et de développement. J'étais accompagnée d'une épouse et d'un ensemble de collaborateurs qui m'étaient proches. Chaque membre de ce noyau principal, d'une trentaine d'individus environ, possédait un corps plus ou moins physique selon vos critères et quasi indestructible, ce qui veut dire qu'il pouvait se renouveler à volonté et était donc peu altérable par les agressions extérieures. Cela ne nous empêcha pas de décider de nous reproduire dans le but d'engendrer une lignée d'entités apte à diriger les autres royaumes secondaires en cours d'élaboration. Nous voulions transmettre au plus de descendants possible les qualités héritées de nos ancêtres en espérant qu'eux aussi à leur tour les propagent. La race que nous avions amenée avec nous avait un potentiel immense dépassant nos propres capacités. Mais pour l'instant, ce n'était qu'un potentiel non encore révélé. Leur corps avait l'aptitude de se perpétuer de 700 ans jusqu'à 1000 ans environ. Mais cette espérance de vie fut écourtée volontairement après quelques siècles à 300 ans environ. La détérioration rapide des composantes des corps amenait un manque de souplesse, une mobilité réduite sur une longue période de leur vie. Malgré nos efforts, l'environnement imposait ses règles. Sur les terres avoisinantes à nos cités, nous apprenions à cette race vierge à subvenir à ses propres besoins. Nous ne serions pas toujours là. L'autosuffisance était une condition essentielle imposée par nos supérieurs. 15 000 ans devaient suffire pour répandre cette race aux 4 coins de la planète. Une de mes premières décisions fut d'ordonner le nettoyage de la Terre de tous ces éléments qui pourraient empêcher cette réussite. La première race implantée il y a 200 000 ans avait en grande partie dégénéré et une faction était devenue très violente et cannibale, donc une menace pour la nouvelle race. Malgré des similitudes morphologiques entre les deux, elles étaient incompatibles génétiquement et ne pouvaient donc qu'engendrer, s'il y avait union, des aberrations. Je dus ordonner des génocides de populations entières et celles de certaines races d'animaux dangereuses aussi pour ma nouvelle race pacifique et innocente des dangers. Nous avions des armes qui pouvaient cibler la fréquence spécifique d'un simple individu, d'une espèce ou d'une grande collectivité et la décomposer en la ramenant à ses composantes élémentaires sans la faire souffrir d'aucune façon et sans affecter le reste de l'environnement. Que de décisions,
que de responsabilité, et comment seul je dus prendre la charge de ces actes. Je l'ai fait au meilleur de mes connaissances, avec pourtant le regret de ne pas avoir tout tenté pour éviter ces massacres. J'aurais pu faire des déportations préventives, mais la continuité de leurs vibrations dans l'atmosphère n'était pas souhaitable. Mais je crois aussi que mon jugement si sûr d'avant commençait à être affecté. La Terre fut un temps un véritable paradis à l'échelle humaine. La luxuriance de la vie sous toutes les formes et l'harmonie entre elles avaient bien été dosées par nous dans sa première version. Mais, à mon arrivée officielle sur Terre, bien des tares avaient proliféré et modifié son aspect. J'avais un certain contrôle sur la qualité de la vie près des villes, mais plus on s'éloignait des centres, plus elles s'appauvrissaient. Je fis construire 7 autres centres de recherche et de développement dans 7 endroits de la planète susceptibles d'engendrer des civilisations autonomes. Des tentatives furent faites pour rééduquer les vestiges de la première race qui avait reçu 3 fois l'apport de races extérieures. Cette entreprise donna quelques résultats. Des populations plus pacifiques, mieux organisées, capables de cultiver la terre, tisser les fibres, modeler l'argile, construire des maisons plus solides, ayant des rapports entre eux plus respectueux, une ébauche de civilisation, quoi. On ne permettait pas pour l'instant le côtoiement trop intime entre les deux races. Les accouplements interraciaux étaient strictement interdits et les contrevenants punis sévèrement. Tout ce travail colossal semblait n'apporter que des résultats minimes. Conserver une race intacte, c'était une chose. La faire se développer, une autre. Je ne faisais peut-être pas assez confiance en mon entourage. Je laissais peu d'initiatives hors de mon contrôle. Mon mandat était clair. Une dernière tentative de 15 000 ans, pas plus, et après, on remballe le tout, on efface les traces de notre passage et on laisse faire la nature. À ce moment-là, mon monde d'origine se relevait tranquillement du choc datant déjà de 165 000 ans. Il pouvait enfin compter les victoires sur les fatalités. Le pire était passé. Ce que je veux vous dire, c'est que tout ce travail fut fait parce que je croyais qu'on pouvait créer ici un monde meilleur, à l'égal de notre monde. Mais mon erreur, c'est d'avoir cru qu'on pouvait changer les données immuables de l'univers, créer un monde avancé dans une partie de l'univers qui n'était pas encore prête à ce bond évolutif. Ma planète d'origine l'avait fait avec le consensus de tous ses membres, mais elle en payait quand même le lourd tribut aujourd'hui. Vouloir changer les règles du jeu sans l'accord de tous les protagonistes comprenant la conscience de la planète, le système solaire et pourquoi pas Dieu lui-même était voué à l'échec. Se pouvait-il que je fus moi aussi contaminé par cette fièvre de l'orgueil à se croire meilleur que tous ceux qui m'avaient précédé? Le petit individu que je suis pouvait-il gérer seul ce grand casse-tête? Eh oui, j'ai appris tout ce que je pouvais apprendre de cette partie de l'univers jusqu'à en subir sournoisement son influence et en faire partie contre ma volonté. J'ai connu et vécu ce que je ne croyais jamais devoir connaître. J'ai fait pire que ceux que je considérais comme arriérés, barbares. Mais j'avais toute l'intelligence nécessaire pour me justifier. Je suis descendue dans ce monde pour l'élever, et c'est moi qui m'abaissais plus encore. Pour revenir à mon histoire, cette dernière tentative pour élever la conscience de la Terre n'avait plus son côté d'urgence ni sa nécessité absolue. J'étais très fier et orgueilleux, et je rêvais encore de reconstruire à moi tout seul notre gloire passée, comme je devenais terriblement individualiste et arrogant. Après l'annihilation d'une partie des vestiges de l'ancienne race humanoïde qui avait dégénéré et était une menace pour les nouvelles populations, 7 endroits répartis sur la Terre furent choisis pour faire partir 7 foyers de civilisation. Nous avions 15 000 ans pour réussir notre mission, avant que le débalancement de l'axe de la Terre prévu depuis longtemps vienne balayer notre île. 7 civilisations prirent leur envol sous nos offices. Elles devaient s'épanouir lentement en se détachant de la mère patrie. Quand vint l'heure enfin de plier bagages, je n'ai pas eu la force, ni la capacité pour repartir. Mon taux vibratoire abaissé sur une longue période ne voulut plus s'élever. Il n'y eut que quelques compagnons pour pouvoir faire le trajet du retour quand se présenta le vaisseau mère. Pourtant, à mon arrivée, 15 000 ans plus tôt, je n'avais qu'à m'étendre, me reposer un peu, pour régénérer entièrement mon corps. Après 5 000 ans environ, les premiers signes de dysfonctionnement apparurent, m'obligeant à me servir d'appareils réactivant les vibrations et stimulant les cellules. Je dus m'en servir de plus en plus souvent et régulièrement pour maintenir en vie mon corps. Puis vint le temps, environ 7 000 ans après mon arrivée, que ce ne fut plus possible.
Ma conscience était si vaste que j'ai décidé de me prolonger à travers les corps de mes propres enfants, me garantissant une mémoire intacte. À ce stade, je n'étais plus un dieu immortel, comme mes frères de lumière qui inspiraient la crainte et la vénération, mais un simple géant, comme ceux qui peuplent vos légendes. À l'origine, mon principal corps terrestre était quasi indestructible, ce qui veut dire se renouvelait à volonté. Mais l'abaissement des taux vibratoires et des gestes posés par moi m'entraîna dans un cycle de réincarnation ici-bas avec tout ce que cela comporte de limitations. Quand l'heure de partir sonna, je ne pus m'élever dans le ciel avec mes compagnons et dus me réfugier en Égypte. Après la grande catastrophe qui décima l'île en grande partie, il fut décidé que la construction de grandes pyramides à travers le monde, conjointement avec un peuple d'extraterrestres, stabiliserait définitivement l'axe de la Terre. Incarné dans un corps de plus en plus solide et de plus en plus éphémère, je n'avais que ma taille d'1 mètre à 1,5 mètre de plus que la moyenne des humains pour imposer le respect. Mais, même avec un corps de cette taille, j'avais dû me délester de tant de pouvoir que je le percevais comme une entrave. Ce fut peut-être ce qui m'a le plus blessé. Être si vaste, si riche d'expérience, et en être réduit à fonctionner dans des corps si grossiers, au sens restreint, aux moyens d'expression si primitifs. Pouvez-vous imaginer une seconde votre conscience enfermée dans le corps d'une souris ? Implacablement, le temps fit encore son œuvre. 3000 ans plus tard, j'ai commencé à perdre la mémoire consciente à travers les changements de corps. Pendant une période, je me suis servi de stimulateur de mémoire, puis d'accélérateur d'apprentissage. Mais vint l'heure inexorable de l'amnésie du début de la vie. Quand sonna le moment de mettre fin à cette aventure, mon être avait été capturé par l'aura de la terre et fait prisonnier. Quand vint l'heure de nous faire oublier, d'effacer nos traces les plus évidentes, il m'était devenu impossible, même avec toute ma volonté, de repartir vers ma planète d'origine. Je convins de me réfugier avec un groupe de fidèles en Égypte, attendant le déluge annoncé. Malgré tous mes efforts, inexorablement, après un temps donné, j'ai dégénéré ainsi que toute la civilisation à laquelle j'avais contribué. En concret, c'était de perdre en premier nos capacités, puis nos outils qui les prolongent, et enfin de se retrouver à la merci des éléments frustres de la Terre. Ce fut une erreur de ma part d'avoir voulu implanter une race aussi brillante dans une atmosphère aussi polluée. J'ai accumulé tant d'erreurs que j'en suis venue à me dire que je devais cesser tout geste concret, de peur d'autres maladresses. J'ai tout gâché, et je vous en demande pardon. La première catastrophe importante après mon arrivée sur Terre eut lieu il y a environ 20 000 ans. Elle ravagea les côtes de l'Europe, une partie de la Méditerranée, en somme, tout ce qui bordait les océans à l'est. Notre île perdit les 2/3 de sa surface qui s'abîma dans l'océan. Des populations entières qui n'avaient pas voulu nous suivre dans notre immigration vers l'Égypte furent sacrifiées. Alors, l'infime partie des survivants au raz-de-marée dégénéra rapidement, n'ayant plus que des vestiges de notre technologie rassurante. Sans la connaissance de son fonctionnement, elle était inutile et ne pouvait qu'engendrer superstition. J'avais emporté avec moi une grande partie de notre technologie et de notre savoir ancestral. Nous perdîmes néanmoins le contact avec les 6 autres foyers de civilisation qui, de ville-centre, s'étaient répandus lentement en territoire, puis en vaste empire. Chacun prit sa destinée en main. Notre technologie en Égypte ne fonctionna que le temps de quelques siècles. Son utilisation, sa réparation, son alimentation, enfin, tout le savoir qui était nécessaire à cela se perdit dans nos descendants. Malgré que nous étions visités régulièrement au début par nos frères célestes, c'était toujours pour de courtes périodes, le temps d'un coup de main très limité et sanctionné par des autorités supérieures. C'était juste pour garder un semblant de contact, une goutte d'espoir dans cette mer d'obscurantisme. J'ai donc dirigé, à travers plusieurs générations, la civilisation que vous délimitez aujourd'hui à l'Égypte, mais qui s'étendait à l'époque sur un plus vaste territoire. Simultanément, j'ai contribué aussi à l'essor d'une civilisation en Australie et une autre qui couvrait une partie de l'Inde et de la Chine. Mes multiples facettes se déployaient à travers des centaines d'individus dont les plus vastes consciences occupaient des postes clés. Tant que je me suis incarnée dans ma propre descendance, cela a conservé mon héritage génétique. La coutume de la lignée de vos dirigeants fut au début la promesse de la sauvegarde de la conscience supérieure. Mais elle est devenue avec le temps une aberration, mettant des consciences moyennes, voire même tarées, à des postes importants de direction. Après l'Égypte, ce fut l'Indochine, la civilisation la plus prospère il y a 18 000 ans.
Il m'est inutile de raconter chacune de mes vies avec leur lot d'exploits et d'erreurs. Avec le temps, j'ai connu et vécu toute la gamme possible d'expériences qui est donnée de vivre à un humain sur Terre. D'un dignitaire à conseiller, d'un serviteur à esclave, d'un homme à tout faire à fainéant, d'un soldat à poltron. Tout ce que vous pouvez imaginer, je l'ai expérimenté. Fin de la deuxième partie. Je vous retrouve sur nurea.tv pour la suite des chroniques de Nurea et la troisième et dernière partie du texte de Colin Chabot, Les extraterrestres, nos créateurs.